merci. Merci à ceux qui sont présents de venir à cette session de l'ABC de la bifurcation. Donc, c'est la 2e édition de ce format. On l'avait testé l'année dernière et ça avait vraiment été très apprécié. Grégoire, cette année, va nous faire un exercice sur banc de bifurcation. Et l'évolution par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va pouvoir tester la nouvelle plateforme du stent Nagomi, dont le lancement a eu lieu en mai. Et Jacques nous rappellera en fait quelques principes de ce nouveau stent. Donc j'ai vraiment le plaisir de co-modérer cette session avec Jacques Monségu, que vous connaissez bien de Grenoble. Et on va pouvoir écouter aussi Grégoire Ranger qui nous parlera des règles et des principes de la prise en charge de la bifurcation. Effectivement, j'ai 5 minutes pour vous parler un petit peu de cette nouvelle plateforme. Il faut juste... C'est bon, ça switch. Bon ouais, tu l'as là. Sur les capacités techniques de ce nouveau stent qui est disponible maintenant avec le remboursement depuis le mois de septembre, à peu près. Et voilà, donc j'ai comme conflit d'intérêt d'être consultant pour Terumo. Donc, ce que veut dire Nagomi, d'abord, c'est être heureux, créatif, en harmonie avec les autres, avec la nature et soi-même. C'est tout toi, ça. C'est tout moi, voilà. Alors, le stent, c'est pas qu'un stent. Dans le stent, il y a la plateforme par elle-même, il y a la drogue et son polymère, et puis il y a aussi le système de délivrance. Et vous verrez qu'avec cette nouvelle plateforme, eh ben, il y a quand même des nouveautés. Alors, la grande nouveauté un petit peu du Nagomi, c'est qu'il y a 3 plateformes. Donc c'est un chrome cobalt 80 microns. Là, on est dans du grand classique, mais avec une petite plateforme, une plateforme standard intermédiaire et une grosse plateforme 3.5 avec 4.5 mm. Et vous verrez qu'elle offre vraiment des gros avantages, et notamment sur les gros vaisseaux. Alors cette plateforme, en dehors de la grosse plateforme, c'est 8 couronnes. Donc c'est quelque chose d'assez classique, et Terumo a réussi un design nouveau en rajoutant 2 couronnes sur la grande plateforme, qui va permettre effectivement d'avoir une overexpansion qui va jusqu'à 6,25 mm. Donc je vous rappelle que c'est pour des stents de 3.5, 4.0 et 4.5. Et quand on compare un petit peu sur le banc le Tanzai et le Nagomi, on voit qu'effectivement sur ces grosses bifurcations, sur ces gros vaisseaux, eh bien, on a une harmonie qui est vraiment meilleure, et on a surtout une couverture de la carène qui est bien optimisée. Donc pour vous rappeler effectivement les nouveautés, donc la toute petite taille, le 2.0, et puis les nouveautés, les grandes tailles, et vous voyez que la petite taille, donc le 2.0, 2.5, vous pouvez le monter jusqu'à 3.5, et surtout, à partir du 3.5, vous pouvez le monter jusqu'à 6.25. Ça a été confirmé sur le banc, où on a mis à mal le Nagomi, y compris en allant au-delà des 6.25 mm. On est monté jusqu'à 7 mm avec des ballons de 7, et on n'est pas arrivé à détruire l'architecture de ce stent. Et ça en fait vraiment le stent qui a à l'heure actuelle la plus grosse overexpansion. Alors bien entendu, vous voyez, parmi les nouveautés, on a beaucoup de références, puisqu'on va de 9 jusqu'à 50 mm. Donc ça en fait aussi le stent le plus long sur le marché, et avec des toutes petites tailles, et puis ces grandes tailles qui sont quand même excessivement novatrices, et notamment le 4.5. Alors ça, c'était pour la plateforme. La drogue à le polymère, là, on n'a pas changé grand-chose. C'est toujours du sirolimus, c'est toujours un coating abluminal qui permet effectivement d'optimiser le relargage de la drogue. Et puis, on a gardé le même polymère, qui est un polymère biodégradable. On pourra discuter, est-ce que vaut mieux un biodégradable ou pas. Moi, je reste persuadé qu'avec un polymère biodégradable, dans l'avenir lointain, effectivement, je pense que c'est mieux. Et je dis la troisième composante, c'est le système de délivrance. Et ce système de délivrance, il a 2 particularités. Premièrement, le ballon est recouvert d'un coating hydrophile, ce qui en fait une glisse qui est vraiment exceptionnelle.
et vous le verrez tout à l'heure sur le cas clinique. Et puis le design du ballon a changé par rapport à la plateforme précédente de l'Ultimaster Tanzai, avec un ballon qui est non compliant, avec une pression nominale à 11 atmosphères, mais surtout sa non-compliance. Alors il faut le savoir, de temps en temps on aime bien avoir des ballons qui ont une petite compliance, mais celui-ci il est non compliant, et je trouve que lorsqu'on fait une bifurcation, c'est intéressant, si on utilise le même ballon quand on va faire le kissing, de savoir que on n'aura pas d'oversizing dès l'instant qu'on va monter en pression. Et puis, effectivement, un ballon qui se déflate un petit peu plus rapidement que le précédent. Donc, pour résumer, on a dit qu'on serait bref, une nouvelle plateforme, Chrome Cobalt du 80 microns, des nouvelles tailles, notamment le 2.0 et le 4.5, des longueurs rallongées, puisqu'on va jusqu'à 44-50 mm, 3 plateformes, c'est important de les avoir en tête, à savoir que cette troisième plateforme la plus large à partir du 3.5 peut s'overexpandre à 6.25 mm en toute sécurité. Je ne vous en ai pas parlé, mais la capacité de franchissement au travers de la maille est accrue par rapport à ce qui existait avec le Tanzai. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le nouveau porteur, c'est dans un stint, il n'y a pas que le stint, il y a vraiment le stint et le porteur. On a eu dans le passé des plateformes qui étaient superbes, très flexibles, etc., sauf qu'elles étaient montées sur une charrette, et quand vous mettez sur la charrette, vous n'arrivez pas à délivrer votre stint là où vous voulez. Et ce coating hydrophile est vraiment très performant. Et puis on est resté sur une valeur sûre, à savoir le sirolimus avec crimpé sur un polymère biodégradable. Donc, franchement, des nouveautés sur un fond aussi quand même d'ancienneté, ce qui a permis, notamment en ayant gardé la même drogue sur sa partie abluminale et le même polymère biodégradable, de conserver chez le patient HBR la réduction de la bithérapie antiagrégante plaquettaire à 1 mois. C'était pas gagné au départ, parce que parfois les autorités de tutelle veulent d'autres études, mais là ils se sont dit, comme c'est exactement la même chose, on garde cette bithérapie chez le HBR à 1 mois. Voilà, je vous remercie. Merci Jacques. Je vous propose qu'on parle des capacités du Nagomi en direct après sur banc, pendant que Grégoire manipulera le Nagomi, et on pourra revoir toutes ses propriétés directement sur banc. Et puis si ça vous va, on va demander à Grégoire l'autre de nous rappeler les règles de bonne prise en charge des lésions de bifurcation. Merci Marine. Donc un grand classique de présentation, les 10 commandements 2. Donc là, c'est les 10 commandements de l'angioplastie de la bifurcation. Donc j'ai toujours rêvé de me trouver en Charlton Heston. Et voilà. Donc je vais vous rappeler un petit peu les grands principes à respecter dans une bifurcation. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une bifurcation, de quoi on parle. Il y a plusieurs définitions à ce que c'est qu'une bifurcation. Donc, lésion sur une branche principale, incluant une branche secondaire dite significative. Qu'est-ce qu'une branche significative? C'est plus de 2, plus de 2,5, un territoire myocardique significatif. Pour résumer, pour faire simple, c'est une branche que l'on ne veut pas perdre. C'est une branche qui nous paraît significative et que si on la perd, il peut y avoir des dommages myocardiques conséquents. Et donc, dans ces cas-là, il faut la protéger clairement. Le deuxième commandement, c'est il faudra bien l'évaluer, cette bifurcation. Ça veut dire, en angio, choisir la bonne incidence pour bien dégager l'angle de bifurcation, la distribution de la plaque, la longueur des lésions, le diamètre des 3 principaux axes, et puis la morphologie de la plaque. Donc ça, c'est essentiel. Cette analyse-là est essentielle pour pouvoir se lancer dans une bifurcation. Si vous avez du mal à l'évaluer parce qu'elle est diffusément malade, cette bifurcation, vous avez là aussi la loi de Finet ou fractale qui vous permet d'évaluer le diamètre estimé de la branche proximale, qui fait en gros 2/3 de la somme de la branche, des 2 branches distales.
Et puis, il y a cette classification que tout le monde connaît, en tout cas en KG interventionnel, qui permet de classifier la bifurcation selon son degré de complexité. Si vous avez, c'est binaire, 0 ou 1, sur chacune des branches. Le premier chiffre, c'est la branche mère principale, proximale. La deuxième chiffre, c'est la branche mère distale. Et la troisième chiffre, c'est la branche la collatérale, la branche fille. Et 0 s'il n'y a pas de lésion significative, 1 si vous avez une lésion significative. Ce qui est considéré comme des bifurcations complexes, c'est là où vous avez évidemment les 3 branches qui sont touchées, 1, 1, 1. Ou quand la branche fille est touchée et une des branches proximales ou distales de la branche mère sont touchées. C'est considéré comme des lésions évidemment plus complexes et qui nécessiteront probablement des techniques différentes. Il faut aussi assurer les bonnes conditions de cette angioplastie. Ça veut dire bien définir votre stratégie en amont, avoir plusieurs plans, bien préparer votre patient. Clairement, il faut mieux les faire en programmé, même quasiment systématiquement en tout cas les bifurcations complexes, les faire en programmé, pré-traité, évidemment avec le bon environnement pharmacologique, si possible en radial, mais ça c'est vrai pour toutes les angioplasties, si possible en set French, en tout cas sur le tronc commun, parce que vous allez avoir besoin de passer des gros ballons des fois et de faire du kissing et des fois d'utiliser de stent. Et puis un bon porteur, ça c'est essentiel, moi c'est toujours ce que je répète à mes fellows, c'est le b.a.-ba, mais si vous poussez une porte et que vous avez un pied au sol, vous pousserez beaucoup moins bien que si vous avez 2 pieds au sol. Et le porteur, c'est 70% de votre qualité de support. Et c'est essentiel, même si maintenant on a des outils pour compenser le manque de support. Mais n'hésitez pas à changer de cathéter si vous sentez que le cathéter n'est pas bon dès le départ. Et puis 2 guides de façon générale, mais pas systématique. Et puis si possible de couleurs différentes. Vous avez des guides qui sont de couleurs différentes. Pour pas quand ils s'en mêlent, vous savez que le noir c'est dans l'IVA et que l'autre c'est dans la diagonale ou dans la CX. C'est plus simple. Après, chacun a ses techniques. Troisième commandement, les techniques, il faut les connaître, c'est clair. Vous n'allez pas vous lancer dans un décacroche sans avoir pratiqué un peu le décacroche avant ou avoir vu. Alors quand on regarde la classification MADS qui fait référence, on a un pléthore de techniques d'angioplastie. Évidemment, vous n'avez pas tous à les maîtriser, mais ça serait bien quand même d'en maîtriser les principales. Je dirais technique à un stent, le pod, side pod, évidemment, et puis les techniques à 2 stents avec du T-stenting, du TAP ou du décacroche ou de la culotte. C'est des choses qu'il faut quand même savoir maîtriser, car ça, à un moment ou à un autre, ça vous servira. En gros, il faut avoir en tête qu'il faut privilégier évidemment les techniques à un stent dans les cas de figure de première intention et ne réserver les techniques à 2 stents que sur des lésions complexes, donc 1, 1, 1, là où vous avez peur de perdre votre branche fille, notamment. Et bien là, vous allez plutôt envisager soit du DK, soit de la culotte, soit du T ou du TAP, selon les cas de figure et selon ce que vous maîtrisez le mieux. 5e commandement, il faut se faire simple. En fin de compte, vous allez dire, il m'a parlé de décacroche avant, mais encore une fois, le décacroche, quand vous le maîtrisez, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire simple et garder en tête que l'adage de Kiss, qui a bercé notre jeunesse, donc c'est un peu moins violent que ce qu'il chantait, mais keep it simple, donc swift and safe, donc simple, rapide et sécuritaire. Donc là, maîtriser évidemment le pod side pod qui est quand même 70% de vos techniques d'angioplastie de bifurcation. C'est la technique de référence, elle est simple et elle a des très bons résultats à partir du moment où on respecte les bonnes indications. Fais ce que tu connais, vous ne lancez pas dans un décacroche si vous ne l'avez jamais fait, comme je vous le disais. Il faut évidemment connaître ces techniques et les maîtriser. Les pièges à éviter, moi j'en ai un petit dada, mais qui est pas partagé par tous, c'est que le guide de protection dans la branche fille, pas systématique pour moi, même et a fortiori sur le tronc commun. Si vous n'avez pas une lésion significative sur la CX, eh bien je ne mets pas de guide systématique dans la CX, parce qu'avec les nouveaux stents qui sont quand même des mailles très fines, on n'a aucun problème pour refranchir. Et par contre, si on garde notre guide trappé, notamment dans le tronc commun, il y a des risques de compaction de stent qui ne sont pas négligeables, qu'on ne voit pas toujours et qui nous posent souvent plus de problèmes qu'autre chose. Donc moi j'ai tendance à enlever très rapidement, en tout cas avant le stenting, voire pas le mettre du tout, un guide dans la branche fille, mais encore une fois, cet avis n'est pas totalement partagé. Voilà, il faut le mettre évidemment si votre branche fille est serrée, si l'angle est fermé et si vous avez peur d'avoir des difficultés de refranchissement, mais
encore une fois, il ne sert pas à grand-chose, par contre, ce guide trapé. Voilà, ça c'était une petite animation qu'avait fait mon ami Mathieu Godin pour vous montrer que quand vous avez un guide qui est trappé sous un stent, eh bien forcément votre cathéter, il ne va pas suivre le guide, il va forcément écraser votre stent à un moment ou à un autre si votre cathé, vous faites une mauvaise manip et vous voulez avancer, et ça peut arriver quand vous enlevez votre ballon, eh bien votre cathé il va avancer, et qu'est-ce qu'il va faire? Le guide est de chaque côté du stent, il va compacter votre stent, c'est de la physique pure, simple, alors que si vous n'avez qu'un guide dans votre stent, eh bien il n'y aura pas de compaction, ou en fin de compte, ça sera extrêmement rare. Bon, il faut maîtriser le pod, vous savez qu'il faut bien positionner vos ballons, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut bien connaître ces ballons parce que les marqueurs ne sont pas toujours au même endroit pour tous les ballons, et il faut évidemment bien positionner. Pareil pour le refranchissement de la side branch, il faut sur une technique de pod side pot aller chercher la branche distale, et plutôt sur un deck accroche aller chercher la branche proximale. Donc là aussi il faut bien connaître, mais encore une fois ça c'est la théorie, c'est pas toujours facile dans la vraie vie, on passe là où on peut, et en tout cas en intention on va essayer au mieux de passer dans la branche distale pour bien couvrir la carène. L'imagerie tu utiliseras, il y a eu une session juste avant sur l'OCT qui a bien montré que dans les angioplasties complexes, et notamment les bifurcations, il y a une étude dédiée à ça qui s'appelle October, randomisée, 1200 patients. Eh bien, si vous utilisez l'imagerie systématique dans la bifurcation, dans le bras qui utilise la technique d'imagerie, eh bien, vous allez diminuer vos MACE de façon significative, pas juste la rosténose, mais même la mortalité toute cause. Et il y a une tendance forte sur la diminution de la mortalité grâce à l'imagerie endocoronaire. Donc clairement, l'imagerie dans les lésions complexes, la session d'avant était dédiée à ça. Et il y a maintenant 4 études qui montrent que le bénéfice est réel sur les événements cliniques. Et tu connaîtras un petit peu aussi les études. C'est pour ça aussi que il faut que moi perso je me suis mis au deck accroche parce que j'y croyais pas non plus comme tout le monde, et quand j'ai regardé les études, effectivement dans les lésions complexes, encore une fois, et surtout très complexes, quand vous avez une lésion notamment sur la branche fille de plus de 10 mm et que vous avez une 1-1-1, et bien là les résultats sont clairement en faveur du deck accroche parce que vous couvrez mieux la carène, vous avez moins de rosténose, moins de thrombose, et que les bénéfices à 3 ans sont maintenus. Et du reste, dans toutes les méta-analyses qui comparent les différentes techniques de bifurcation, le deck accroche ressort toujours comme la technique dans les angioplasties complexes en faveur par rapport à toutes les autres techniques. Et puis, dernier commandement, c'est tu t'entraîneras. Là, vous avez des bancs d'essai. Terumo s'était lancé déjà très tôt dans l'aventure des bancs d'essai. C'est essentiel. Vous allez vous entraîner. Grégoire va nous montrer comment ça se passe. Et puis, il y a des ateliers maintenant dans tous les congrès. Vous pouvez éventuellement même avoir votre petit banc d'essai à la maison. Nous, on en a un sur notre salle, sur notre bureau avec Radouane. Et de temps en temps, on s'amuse à bidouiller les stents pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est toujours très instructif. Même si ce n'est pas de la vraie vie, parce que évidemment il n'y a pas de calcification, il n'y a pas tout ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Les messages principaux: l'évaluation, la préparation, les formations sont essentielles dans l'angioplastie de bifurcation. Privilégier les techniques les plus simples qu'on maîtrise. Pour la majorité des cas, c'est le pod side pot, le provisional stenting. Et puis dans certains cas, vous aurez besoin de maîtriser des techniques plus complexes, notamment les angioplasties, enfin les lésions à 1-1-1. Et notamment le deck accroche, et puis s'entraîner. Même j'écoutais un reportage sur Nizina hier, et il dit voilà, c'est l'entraînement qui a fait que je suis devenu un bon joueur. Je pense que c'est pareil pour les cathétériseurs. Si vous voulez être bon, il faut bosser. Merci. Merci Grégoire de nous avoir rappelé ces 10 commandements. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus ou si vous voulez qu'on passe aux questions d'emblée pendant la session banc. Ouais, mais j'avais juste une petite question. Dans October, j'ai cru que tu n'allais pas nous parler de l'imagerie, donc j'étais un petit peu surprise. On a vu les résultats très positifs d'October pour guider en fait les angioplasties de bifurcation par de l'imagerie endocoronaire. Est-ce que toi déjà ça a eu un impact en fait sur ton guidage par imagerie, et est-ce que ça l'a augmenté? Et ensuite le guidage par imagerie, est-ce que tu le fais juste dans la main branche pour savoir les sizing, ou est-ce que tu le fais dans les 2 branches? Alors non, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on était déjà un centre convaincu par l'imagerie, donc
Même si on l'utilise peu par rapport aux autres pays européens, on l'a vu dans la session d'avant, on est quand même un des centres qui en utilisant le plus en ratio dans l'angioplastie. Donc non, ça n'a pas changé grand-chose, ça nous a conforté parce qu'on attendait quand même les études cliniques qui montrent le bénéfice clinique et pas uniquement le bénéfice angiographique de l'imagerie endocoronaire. Après, non, je ne fais pas systématiquement dans la side branch, sauf si j'ai un doute, parce que ça nécessite, en tout cas pour l'OCT, d'utiliser du contraste, que c'est des techniques déjà, souvent, tu as passé un certain temps à faire ton angioplastie bifurcation. Et donc, et puis en plus, on privilégie quand même sur le résultat. En tout cas, si tu as fait une technique à un stent, ben c'est le résultat dans ton stent, donc dans ton stent principal. Si tu fais à 2 stents, tu peux discuter de l'affaire si tu as un doute sur la branche fille, mais pas systématiquement. Bon, ben maintenant, on va passer sur banc. Donc, je ne sais pas si on peut avoir le retour du banc, s'il vous plaît. Et si, Jacques, tu voudras mettre... Oui. Tu nous diras pour ton cas. Ben, vas-y, t'as qu'à le mettre. L'idée, c'est d'avoir une partie de l'écran qui va travailler sur le banc. Et moi, je vais vous projeter un cas clinique. Et au fur et à mesure que Grégoire va faire toutes ces étapes, on animera un petit peu et vous verrez un petit peu ce que ça fait en live, si ça veut bien partir. Non. Vous avez la possibilité de nous mettre le cas en parallèle, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, on peut déjà commencer à regarder Grégoire, qui va nous... Ben, est-ce que tu veux faire l'analyse de ta lésion de bifurcation ou est-ce que tu veux que notre panel d'experts la fasse pour toi? Effectivement, là, c'est une vraie bifurcation, comme tu disais, avec une branche fille, avec une lésion ostiale, avec quand même de fortes chances qu'il y ait un shift de plaque et de perdre la diagonale. Donc, on va partir sur le principe que la branche mère est donc l'IVA qui descend et la branche fille est la diagonale. Donc, ça me paraît très légitime de la protéger avec un guide. Et ça me paraît quand même être une bonne lésion pour faire du provisionnal. C'est pas non plus, l'angle est favorable à un refranchissement et la lésion n'est pas non plus avec un angle très important. Donc un provisionnal m'irait très bien sur ce genre de lésion. Et je pense que... Alors provisionnal, est-ce que on peut faire un petit sondage si vous considérez tout ce que le vaisseau horizontal et l'IVA, la diagonale part vers le bas. Est-ce que tout le monde aurait utilisé une stratégie de provisionnal ou est-ce que d'autres seraient partis sur du 2 stent? Provisionnal pour qui? Pour la plupart. Vous aussi? Ah oui. Oui, on considère que la diagonale, son risque d'occlusion et son accessibilité restent parfaitement acceptables. Longueur de moins de 5 mm sur l'ostium de la diagonale, donc on n'est pas dans les critères de bifurcation complexe où on a un risque d'occlusion élevé. Donc si cette stratégie vous va, oui, on valide le provisionnal. Alors je crois qu'il y a un point important. Tu as mis 2 guides. Grégoire, il nous a dit qu'il mettait pas souvent 2 guides. Et moi, si mon topo fonctionnait, je vous aurais mis toujours 2 guides. Parce que de principe, dès l'instant que je pars sur une bifurcation, à savoir que la branche secondaire, je ne veux pas la perdre, parce que j'estime que je ne dois pas la perdre, je mets systématiquement 2 guides. Et je pense que, effectivement, tu as rappelé le danger de piéger un guide. Je pense que si on n'utilise pas un guide polymérique, je crois que le danger, il est somme toute très relatif. Par contre, tu as mentionné le danger, effectivement, d'aller crusher le stent avec le guiding cathéter qui va avancer surtout pour des lésions proximales, a fortiori sur un tronc. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se réintuber une fois que le guide est piégé. Tant pis, on travaille sur du semi-sélectif, ça suffit pour pouvoir passer. Mais moi, de principe, je mets toujours 2 guides. Voilà. Donc c'est l'option que tu as prise, Grégoire. On est parti sur une IVA 3.0 en distalité et une diagonale à 2,75 à peu près, donc pour la taille des ballons. Et donc on a pris un stent de 3,024. Alors moi, la lésion que j'ai abordée n'est pas tout à fait la même, c'est celle qui tourne à gauche, c'est cette IVA diagonale, où effectivement c'est une lésion plutôt de type 0, 1, 0, en sachant quand même que la diagonale était malade. Et donc je suis parti sur une stratégie de guide, une prédilatation, l'implantation d'un stent Nagomi sur l'IVA, faire un pot, ouvrir la maille
et voir un petit peu ce qui en était, soit sur une stratégie de repot si j'avais un bon résultat, ou une stratégie à 2 stints en tape. Alors, on aurait pu discuter une autre stratégie si on voulait vraiment, de prime abord, traiter la lésion de la diagonale et effectivement, on aurait pu faire un DK crush. Personnellement, c'est une technique que je n'aime pas tellement et j'y suis pas très très favorable. Voilà, donc moi j'ai toujours 2 guides. Et ben voilà, où est-ce qu'on en est? Moi j'ai prédilaté la lésion parce que la lésion était quand même serrée. Je fais partie des vieux angiоplasticiens. J'ai fait beaucoup de direct stenting. Et puis à faire beaucoup de direct stenting, je me suis retrouvé avec des stents en sablier. Et ça m'a convaincu que voilà, que fallait autant le direct stenting sur la phase aiguë d'infarctus pour éviter l'embole. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Mais je trouve que sur une lésion qui potentiellement peut être un peu résistante, je préfère donner un petit coup de ballon. Très souvent, je sous-size un tout petit peu mon ballon avec un ballon NC que je monte à forte pression. Et puis l'Ultimaster qu'on va mettre en place. Donc c'est un 3,024 dans le cas, et je crois que tu as la même chose. Alors il est important de voir, Grégoire l'a très bien fait, il ne nous l'a pas dit, mais il a positionné la partie proximale de son stent suffisamment à distance de sa bifurcation pour aller faire le pot en toute sécurité, sans déborder du stent. C'est-à-dire qu'il faut adapter le court ballon que l'on a dans son CatLab pour effectivement être certain de faire un pot de qualité sans dépasser. Tu fais bien de le rappeler, cette étape, parce que ça fait vraiment partie des points fondamentaux en fait, du placement du stent dans le provisionnal. C'est laisser une place suffisante en main branche proximale pour pouvoir faire le pot sans disséquer en amont. Voilà, et vous voyez sur... C'est du 6 ou du 8 hein. Voilà, 6 ou du 8, ouais. Donc, vous voyez sur la vidéo qui a été enregistrée, le positionnement. Il faut bien choisir son incidence pour bien voir le positionnement de sa carène et pour pouvoir prendre la bonne position de son ballon pour faire le pot. Alors, il y a la discussion du pot, ballon non compliant, ballon semi-compliant. Grégoire, R. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre un semi-compliant parce que je veux jouer sur le diamètre. J'ai a priori préparé ma lésion, lever les résistances éventuelles, là où le non-compliant a vraiment un sens. Et donc, j'ai tendance à mettre un semi-compliant et de faire varier ma pression en fonction du diamètre que je vais trouver. Du reste, vous avez cette technique inventée par Julien Adjège pour pouvoir vérifier si vous n'avez pas d'imagerie endocoronaire, le puff pot, qui vous pouvez injecter au moment où vous avez fait votre pot pour vérifier qu'il n'y a pas de produit de contraste qui passe comme on peut le faire dans le TAVI de temps en temps, et il n'y a pas de produit de contraste qui passe et que vous êtes bien sizé. Et c'est une technique simple, sûre et qui permet qui a été confrontée du reste à l'image endocoronaire dans une étude et qui est bonne, bien prédictive de la bonne apposition de votre stent. Voilà, donc là, il est sur le banc, c'est toujours un petit peu difficile de bien positionner. D'abord parce qu'on n'a pas toutes les longueurs adéquates de ballon, et puis en plus la vision de la carène n'est pas toujours évidente. Mais vous voyez que sur le schéma de gauche, effectivement, il est fondamental de positionner l'épaulement de son ballon en regard de la carène. Alors attention, chaque ballon est différent, donc ça veut dire qu'il faut connaître exactement le matériel dont vous disposez et de savoir où est-ce que se fait l'épaulement par rapport au marqueur. Parfois c'est en amont, parfois c'est pile poil dessus, parfois c'est un petit peu en aval. Et effectivement, si vous mettez votre ballon trop en aval, vous allez shifter la carène, donc vous n'obtiendrez pas le résultat, voire pire, vous allez fermer la porte de cette branche collatérale avec une maille, et ça serait catastrophique. Et si vous le mettez trop en amont, vous risquez effectivement de créer une lésion en amont de dissection parce que vous débordez du stent, et surtout vous n'aurez pas l'effet bénéfique d'avoir ouvert la dernière cellule qui va basculer et qui va faire que le recrossing avec votre guide sera beaucoup plus simple.
Il ne faut pas avoir peur. Logiquement, tu as positionné ton stent dans la partie proximale, une zone d'atterrissage où tu as une artère saine. Il ne faut pas avoir peur de déborder un petit peu pour être sûr de couvrir la partie proximale de ton stent, déborder un petit peu sur la partie saine. Il y a très peu de risques quand même que tu dissèques ton artère. C'est dans une zone qui est a priori saine. On le voit sur le tronc commun où des fois on ne met pas notre stent à l'ostium. Et quand tu contrôles en OCT, tu as rarement de dissection en amont du stent. Moi, je voudrais juste faire un peu de polémique. Juste, imagine là, tu perds ta branche. Tu as ton guide de protection qui te protège de façon très relative, puisque si tu veux aller la récupérer, de toute manière, il va falloir que tu refranchisses ton stent. Oui, d'accord. Et alors, ça te sert, tu vas me dire, de voir où est ta branche, mais en général, avec les imageries qu'on a maintenant, on sait à peu près où est la branche. Si vraiment tu n'arrives pas à passer, tu fais quoi? Tu fais du salvage balloon, c'est-à-dire qu'on ne fait quasiment jamais. On dit toujours, un des arguments de dire on garde le guide de protection, c'est pouvoir aller crocher ton stent sur le guide de la branche fille pour pouvoir aller repasser un petit ballon et ouvrir la maille. Mais ce qu'en pratique, on fait quasiment jamais. Alors, moi, ce que je fais, ça m'est arrivé de le faire 2-3 fois en ayant perdu la branche collatérale et avec une ischémie qui était franche, d'effectivement passer un tout petit ballon sous le guide qui est piégé pour décoller un petit peu ton stent et effectivement permettre à ta branche collatérale de restituer un flux. Et à partir de là, après, tu vas faire ton... Il va falloir que tu le remettes, ton stent. Ah oui, après je le replaque, hein. Après je refais un... Et tu risques de reboucher ta branche fille. Pas obligatoirement. Moi, c'est vrai que je l'ai fait aussi, c'est vrai que c'est pas souvent, mais 2 fois cette technique. Et ça te permet juste de pouvoir t'enlever cet état de stress pendant lequel le patient a vraiment mal. Et au final, tu refais toujours les mêmes gestes et tu n'arrives pas à refranchir, chose que tu ferais très bien en temps normal. Mais ça, ce petit côté contraphobique de pouvoir le gérer en tout cas, tout soulager. Mais oui, ce petit ballon, bien sûr, qui va accrocher et qui voudra repoter derrière. Mais c'est vrai qu'on a pendant ce temps-là le temps de repasser un guide et souvent on est bien plus efficace quand on n'a pas à le faire dans l'urgence. Donc Grégoire. Là, on a fait le pote. La question, effectivement, c'est quel guide pour refranchir? Est-ce que vous reprenez le guide de la side que vous enlevez? Est-ce que vous mettez le guide de la main et que vous échangez? Est-ce que vous prenez un 3e guide? Moi, je suis plutôt de prendre un 3e guide. Et c'est ce qu'on va faire. On peut faire un petit sondage. Qui fait un échange de guides? Le guide qui est dans l'IVA, vous le sortez pour aller dans la diag. Qui prend un 3e guide? Eh bien, ça dépend. Oui, ça dépend. Moi, j'avoue, j'ai appris à prendre un 3e guide systématique. Et puis, un jour, sur un excès de confiance, je me suis dit, je vais faire le changement de guide. Et en fait, il y avait un recoil dans la main branch en partie distale que je n'avais pas vu. Et quand j'ai refait le changement de guide, en fait, quand j'ai pris le guide piégé pour le repasser dans la main branch, j'ai fait du intra-stent, extra-stent, intra-stent. Et cette situation, je n'ai jamais pu la solutionner. Donc, depuis moi, c'est 3 guides systématiques. Alors moi, je suis un peu moins systématique que toi, mais par contre, je fais toujours 3 guides sur une lésion proximale. Sur un tronc, c'est systématique. Je laisse mon guide tronc IVA, et celui-là, il ne bouge plus, il est là du début jusqu'à la fin, parce que c'est ma ligne de vie, c'est surtout la ligne de vie du patient. Parce qu'effectivement, c'est facile de passer dessus-dessous. Bien sûr. Ouais. Vous connaissez ça, mais c'est mon fellow qui me l'a appris, c'est le gel balloon. Quand on met un tout petit ballon, Rugine dans la branche fille avec le guide pour la garder ouverte, quoi. Quand on a peur de la fermer. Donc Grégoire, tu nous as montré, c'est superbe, hein, c'est-à-dire que tu as mis ton 3e guide, tu l'as poussé suffisamment loin dans ton IVA, et puis tu as reculé en ayant fait une petite angulation, et on a tous vu que tu es tombé dans la branche diagonale d'une manière très facile, très aisée, probablement parce que la qualité de ton pote avait été parfaite, c'est-à-dire réalisée exactement sur la carène, qui permet effectivement d'ouvrir la maille et de faciliter le recrossing. Alors dans le cas que
que j'ai enregistré. Pardon. Voilà, donc le résultat a été satisfaisant et ah mais je suis désolé, j'ai sauté une étape. On va repartir. Voilà, ça vous l'avez vu, ça on l'a vu. Non, c'est vrai que ce que tu disais, Ouais. là, cette technique pour refranchir du pullback technique est vraiment très très bien décrit dans les papiers consensus, où il faut vraiment aller en distalité de la main branch pour pouvoir reculer et prendre bien la cellule distale et prendre cette cellule distale qui témoigne de la qualité du Voilà. provisionnel. Donc sur ce cas, j'ai effectivement reculé mon guide qui était dans l'IVA, qui était un petit peu fatigué, et l'extrémité n'était pas parfaite, donc j'ai pas réussi à tomber dessus dans la branche diagonale, donc je vais repousser un tout petit peu en repartant toujours de la partie plutôt distale pour essayer effectivement d'offrir le maximum de chances de passer dans la cellule distale, parce qu'effectivement, lorsqu'on va faire notre ouverture de maille et éventuellement notre tripote, c'est quand même plus simple. Alors c'est là où il faut faire très attention en reculant le guide piégé. Moi je mets des petits à-coups pour pouvoir, tout en surveillant l'extrémité du porteur, et éventuellement avec ma main gauche, je tire un petit peu sur le guiding cathéter, quitte à me réintuber. Et là, j'aime bien le passer en knuckle, sauf que là, il n'a pas voulu passer en knuckle. Donc, je me fais toutes les petites branches. Vous allez voir, y compris, je repasse dans la side sans aucune difficulté. Et puis, je repousse mon guide dans l'IVA. Et voilà, sur le petit dessin, effectivement, le bénéfice, si on fait une attitude pot-side-pot, de franchir la maille distale, pour avoir vraiment une ouverture qui sera plus harmonieuse. Je pense que c'est effectivement des manipulations où il faut vraiment être en champ large, parce que c'est des manipulations où on va pousser fort sur nos guides pour s'extuber justement. Ouais. Et c'est là qu'en fait on ne regarde pas nos guides et ils vont très, très loin. Donc je pense que dans ce genre de manipulation, on va pousser sur les guides pour s'extuber, pour éviter de crocher. Il faut absolument soit les boucler ou en tout cas toujours avoir un œil dessus. Donc là j'ai pris un ballon de 2,5 pour ouvrir la branche. Donc c'est pareil, j'ai prédilaté avec un ballon de 2,5 en veillant non plus à ne pas être à l'extérieur de la partie proximale du stent et d'être suffisamment couvrant sur l'ostium de la branche. Vous voyez, le résultat que j'ai est un résultat qui est acceptable, mais j'avais une plaque sur la partie proximale de cette diagonale et je n'avais pas envie de laisser ce résultat, parce que je me suis dit, si je retire mon guide, je vais avoir quelque chose qui ne sera pas très très beau sur la partie proximale de la diagonale. Et donc, je suis parti sur l'option d'aller de mettre un deuxième stent et de le mettre en position table. On peut faire un petit sondage. Oui, tout à fait, oui. Qui aurait fait un stenting sur cette branche-fille? Il y en a encore au moins un. Ouf, merci Mathieu. Solidaire. Qui aurait fait de la FFR sur la branche fille? Virtuel. Qui aurait fait de la FFR? Oui, c'est très intéressant, hein, parce que je reste intimement persuadé que ça peut être, ou du ballon ça actif. peut être ou du ballon actif sur une branche comme ça. Oui, tout à fait. Je suis Après, intime. sur les critères, tu as une sténose moins de 70%. Oui, tout à fait, mais j'ai une zone qui est un peu asineuse. Ouais. On peut. Ça reste Je voulais faire un tap. Hein. Non, mais après, voilà, c'est une question de choix. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Donc là, si on refait un tap, effectivement, il faudra le refaire tel qu'on l'a fait de façon initiale. Hein, c'est aller se remettre vraiment sur la carène, hein, pour vraiment repositionner. On le voit bien, hein, qu'on a décollé un petit peu le stent dans la partie basse, hein, sur l'écran. On voit bien qu'il y a des mailles qui sont voilà, en décollant le guide, on le voit encore mieux, hein, qui ont été attirés par l'effet d'inflation sur
la branche collatérale. Donc là, Grégoire, tu t'apprêtes, donc, comme tu as ouvert la maille, à aller faire ton tap. Et donc, tu reprends un stunt de cette nouvelle plateforme Nagomi que tu testes la première fois en live, hein, puisque c'est un stunt. On n'a pas la chance de l'avoir encore. Voilà. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je mets le ballon dans la main branche, en fait en aval, au garage. Et après, je mets mon stand parce que si jamais, voilà, soit il se crush, il y a un problème, ou si on déborde trop au moment du tap, j'ai toujours mon ballon que je peux reculer. Donc, par précaution, je mets toujours le ballon. Et d'ailleurs, je le passe avant parce qu'il y a des frottements. Là, on est en 7F. Mais voilà, effectivement, je mets toujours le ballon dans la main en vue de faire mon kissing. Alors, ce qui va être intéressant, bien entendu, c'est le positionnement de ton stunt. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, pour le tap, tu vas positionner ton ballon dans la branche IVA pour couvrir et pour te mettre prêt à ensuite faire ton kissing. Et si, par inadvertance, le stunt que tu t'apprêtes à poser dans la branche secondaire devait à un moment donné un petit peu trop reculer, effectivement, tu es certain de pouvoir bien ouvrir ta branche principale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental quand vous faites une procédure de tap. Il faut vraiment sécuriser votre axe principal avec un ballon. Hein. C'est vraiment. Et il faut bien positionner le ballon. Hein. Il faut pas qu'il soit ni trop proximal ni trop distal. Il doit vraiment couvrir bien la bifurcation. Je vous le montrerai après ce que j'ai enregistré pendant la procédure sur le patient. Alors la deuxième difficulté, effectivement, pour positionner ton stunt, c'est justement de bien le positionner pour couvrir complètement l'ostium de cette branche diagonale pour lequel il y a un angle qui est aux environs de 70 degrés. Donc c'est pas toujours évident. On sait qu'obligatoirement il y aura un peu de matériel qui va être protrusif, et donc il va falloir s'aligner comme il faut. Là, c'est vrai que sur ce type d'angle, on sait assez bien que le T-stenting ne marche pas, en fait. On va souvent tu rates, oui. Rater l'ostium. Et c'est vrai que quand on se dit a posteriori que si on partait d'emblée sur une stratégie à 2 stents, je suis sûr que tu aurais proposé un DK crush, toi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est sur un angle fermé. Clairement. Avec en plus, il y a une petite discongruence entre la branche diagonale et la branche principale de l'IVA. Donc effectivement, pour ceux qui aiment faire du DK crush, c'est intéressant. Alors explique-nous, Greg, comment tu te positionnes comme il faut. Alors effectivement, comme tu le dis, l'angle est favorable, ce qui fait qu'il ne faut pas rater l'ostium, il ne faut pas non plus avoir trop de mailles qui vont dans la main branche. Donc là, ça me semble pas mal. Alors, c'est toujours plus difficile que. Ouais, donc on fait vraiment de faire du boost dans vos salles, pour vraiment bien voir vos stents et vos rapports de ballon. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à beaucoup d'images, je te propose de voir moi ce que j'ai fait. Donc j'ai fait comme toi, j'ai mis mon stunt dans la diagonale. Puis quand j'ai voulu arriver avec le ballon de l'IVA, j'avais un petit peu de mal à avancer. J'étais en 6F, les guides étaient un petit peu twistés. Alors ce que j'ai fait, j'ai poussé un petit peu plus loin mon stand dans la diagonale pour pouvoir avancer de façon tranquille mon ballon dans l'IVA. Et puis ensuite, je vais reculer mon stand de la diagonale. Alors nous, on travaille avec un seul inflateur. Je vous montrerai tout à l'heure, avec un petit robinet 3 voies, c'est très simple. Et voilà, ce que tu disais, je me suis servi du ClearStunt. Je n'avais même pas injecté de produit de contraste, ça ne servait strictement à rien. Et effectivement, vous voyez que la partie supérieure du stunt est juste à l'aplomb de la maille d'amont de l'IVA, et donc avec un petit peu de matériel protrusif. Le ClearStunt, mais peut-être aussi de multiplier les incidences. Oui, tout à fait, oui, absolument. Parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que dans une incidence, en fait, on est vraiment bien placé, et dans un autre, on se rend compte qu'on a une protrusion excessive.
à fait. Bien choisir son incidence pour L'incidence est pour capitale. bien hein. dégager. Et Ouais. puis, comme tu le disais, en fin de compte, on utilise de moins en moins de produits de contraste sur les bifurcations, parce que, comme vous voyez, on voit très bien les stents, on voit très bien notre lésion au final. Et ce qu'on veut savoir, si le stent est bien ouvert ou pas. Et on fait de plus en plus maintenant toute la procédure en stent boost, et on injecte très peu. Ouais. Mathieu, tu avais une question? Tiens, attends, prends le micro. Voilà. Pardon, comme le TAP, toutes les plateformes ne se valent pas au moment du largage. Alors, je n'ai pas d'expérience du Nagomi, mais notamment pour les TAP où quand même on a besoin d'être très précis sur la protrusion parce que ça va être vraiment moins bien si on protrude trop et on peut quand même laisser un petit espace. Il y a des stents qui au largage bougent un petit peu, mais même un petit peu, c'est beaucoup sur ce type de bifurcation. Et donc moi il y a des stents que je n'utilise pas dans ce type de montage parce qu'à l'inflation ils reculent d'un quart de millimètre et ça fait une protrusion trop importante par rapport à... Tu l'expliques comment ça? C'est la façon dont Aucune idée. il Alors, moi, j'ai s'inflate, pas- c'est-à-dire que ça commence par la C'est aussi au largage, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, mais la précision de l'impaction du stent au moment de l'inflation du ballon, il reste pas strictement immobile à l'endroit où tu as positionné ton marqueur, quoi. Il y a un petit mouvement, en général, c'est pas un mouvement d'avancée, c'est plutôt un mouvement de retrait. Et c'est quelques dixièmes de millimètre, mais sur des artères qui sont pas très larges, en fait, ça peut vraiment changer la qualité du TAP. Et en complément de ce qu'a dit Mathieu, aussi selon la plateforme, le stent ne se situe pas au même endroit du ballon. Parfois on est au milieu du marqueur radio-opaque, parfois on est à côté, parfois on est même 1 millimètre à côté, donc d'où l'intérêt de connaître aussi la plateforme. Tout à fait. C'est tout l'intérêt de faire du rehaussement de stent avec une plateforme qui permet de le faire. Hein. Il est très clair, j'en avais pas parlé dans les caractéristiques du Nagomi, mais le Nagomi a une radio-opacité qui là aussi a été très travaillée et optimisée par rapport au Tanzai, et c'est un stent que l'on voit bien, pas trop bien, mais que l'on voit bien, et on voit sur le clear stent. En plus, le clear stent n'est pas toujours... il y a des outils de rehaussement qui sont plus performants, mais là, on voit qu'on est vraiment très bien positionné. Oui. C'est pas mieux déjà de gonfler le ballon dans l'EVA et après de gonfler non, en même temps. Si tu gonfles le ballon dans l'IVA, obligatoirement ton stent de la diagonale, il avance. C'est mathématique, si tu veux. Non, tu sais pas ce que tu fais. C'est beaucoup plus simple de faire cette technique. Tu lâches ton stent. Tu sais que de toutes les manières, derrière, tu as ton ballon qui est dans l'IVA. Et lorsque tu vas faire ton kissing en reculant le ballon tel que de la diagonale tel que vient de le faire Grégoire, tu auras ta néocarène qui sera apposée au très bon endroit. Non, je te déconseille vraiment de... Oui, obligatoirement. Ça va faire Spoutnik, hein, ça va faire suppositoire, et là, en l'occurrence, tu rateras obligatoirement le toit de Mais donc, ta bifurcation. pour pousser un peu la provocation, c'est que du coup, sur ce type de lésion où on était presque d'emblée parti sur l'idée de mettre 2 stents, c'est un argument pour le décacrush pour moi, pour éviter ce genre d'écueil, justement. Oui. Il y a au moins 2 convaincus dans la salle de faire du décacrush. Peut-être un troisième, parce que... Non, mais parce qu'il y a un papier récent que j'ai pas encore lu, mais on a discuté avec notre fellow là, à Chartres. Donc, quand tu largues le stent sur ce table dans la diagonale, et après tu redégonfles le ballon et tu redonnes un coup en fait un peu plus haut sur 5 mm pour bien apposer effectivement la maille du stent de la branche fille. Et puis après tu feras ton kissing, etc. Mais pour évidemment éviter éventuellement pour faire le mini crush, je veux dire s'il est remonté au moment du largage. Je crois que c'est les Japonais qui ont fait un papier il n'y a pas très longtemps là-dessus. Ouais, j'ai pas lu. Oui, d'accord. Ah, dans le décacrush, oui, d'accord. Dans le décacrush, ils ont rajouté cette étape. D'accord. Okay. Donc là, on a reculé le ballon du stent de la diagonale. Et pour le faire le kissing, on a pris un 3,015. Voilà. Et donc, moi, je commence à gonfler doucement. Il est important de gonfler de façon simultanée et surtout de dégonfler de façon simultanée, hein, dans les kissings. Hein. On a essayé beaucoup de modes, hein, à se dire est-ce qu'il faut dégonfler l'une par rapport à l'autre en premier, etc. Et je crois que ce qu'il faut vraiment, c'est dégonfler les deux en même temps. J'avais
compris que la déflation était simultanée, mais c'est vrai que dans certains papiers, tu vois l'inflation de la branche fille en premier, et puis après, on repart sur une inflation des deux ballons ensemble. Mais la déflation, qui est quand même le temps le plus important, doit vraiment être fait en même temps. Alors, on a... Allô ? J'ai une petite question. Là, c'est super du coup qu'on ait le banc d'essai parce qu'on voit très bien ça. Juste avant le kissing, il y avait une petite marche d'escalier sur l'ostium de la branche mère et on n'était pas sûr de faire un montage à 2 stents. Enfin, on part du principe qu'on n'était pas sûr de faire un montage à 2 stents et du coup, est-ce que ça signifie que le pot n'était pas assez distal, le premier ? C'est ma question. Peut-être. Avec toute la difficulté de voir sur le banc le positionnement de ton ballon par rapport à la carène, parce qu'il y a malheureusement... Après, c'est dans la technique du pot side pot, quand on inflate le ballon dans la side branche, on sait que assez souvent, et c'est ce les détracteurs du pot side pot disent, il y a une attraction des mailles en fait sur la main branche distale qui fait que assez souvent on est assez déçu du résultat sur la main branche distale. Et c'est ce pourquoi certains préconisent de revenir au kissing plutôt qu'au pot side pot. Donc c'est exactement là où je voulais en venir. Et on le voyait assez bien, comme tu le dis, sur la main branche distale, on avait un résultat qui paraissait insatisfaisant. Et qui a été totalement corrigé par le kissing. Donc c'est ce que je voulais dire. Finalement, le pot kissing pot, à cet égard, est à mon avis plus performant malgré tout. Et grâce au robinet à 3 voies et ce que j'appelle moi le kissing cœur, enfin ou le kissing heart, puisque quand vous mettez 2 ballons en même temps sur un robinet à 3 voies, ça fait un cœur à l'extérieur du malade et un kissing à l'intérieur du malade. Et du coup, cette technique-là permet de le faire seul, donc c'est possible tout à fait, quoi. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. A contrario, le kissing ballon augmente le shear stress et augmente un peu, du coup, augmente un peu le risque de rustélose, parce que tu traumatises un peu plus ton endothélium et tu as un peu plus potentiellement de rustélose. Là, on voit aussi très bien, après le kissing, vous avez vu que le raccourcissement, le rétrécissement un petit peu de la partie proximale du stent, qui fait que votre dernier pot, il faudra le faire surtout dans la partie proximale, parce que c'est là qu'elle a été perturbée, enfin elle a été modifiée par le kissing, et c'est pour ça, et c'est la justification du pot final du reste. On est vraiment sur une carène, une néo-carène qui a été construite et qui est en amont de la carène, et effectivement le pot final, et le pot final est quand même important à faire parce qu'effectivement avec le kissing ballon, vous le voyez sur l'image, on sort avec quelque chose qui est ovoïde et quelque part quand même normalement les coronaires sont plutôt circulaires et donc la nécessité effectivement de refaire un pot final pareil sans déborder d'amont si possible et en se positionnant là où il faut et c'est vrai que il faut vraiment prendre son temps et éventuellement changer d'incidence pour être certain d'être positionné suffisamment en amont. Vous voyez là, je suis très très en amont, je vais le pousser un tout petit peu et je vais aller contrôler sur une image contrôle-latérale, vérifier que mon ballon ne sorte pas du stent, parce que je veux pas créer une néo-lésion, même si, Grégoire, tu disais, il y a quand même pas beaucoup de risques. Il y a toujours un risque d'aller gonfler, même si on est dans une zone saine. Et là, pareil, je vais faire un clear stent qui va me montrer qu'effectivement, je suis vraiment toujours dans le stent. Voilà. Et que là, je suis vraiment dans le stent. Et hop, je rebascule de l'autre côté. Je fais un dernier contrôle angio. Je suis vraiment en amont de la néocarène et je gonfle comme tu le fais parfaitement bien. Pas hésiter à avoir des petits ballons dans 104 là. Tout à fait, oui. Ou prendre un stent qui est un petit peu plus long. Je trouve quand même que la rusténose avec les stents actifs de dernière génération, on a quand même beaucoup moins de rusténose et mettre 2 mm de plus ou 3 ou 4 mm de plus de longueur de stent, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve qu'on voit l'avantage du banc d'essai, là, en l'occurrence, c'est très parlant. On voit très bien comment se modifie le stent à chaque inflation sur la side, la branche principale. On voit le comportement du stent et c'est très instructif pour comprendre pourquoi il faut faire un pot, un repot. Et je pense que et je trouve qu'on comprend énormément de choses, notamment lorsqu'on
on recrosse le guide dans la maille proximale, qu'on va mettre un stent, on voit qu'on a un résultat qui est complètement différent, alors qu'en géographiquement, on a souvent un très beau résultat et assez important. Et ben voilà, nous on est sortis avec ce résultat-là. Je trouvais que c'était pas trop mal. Et puis je crois que le résultat de Grégoire est tout aussi joli sur son banc. Merci Grégoire, bravo. Bon, ben, on va certainement pouvoir clôturer là cette deuxième session de l'ABC de la bifurcation. Merci Terumo de nous avoir permis de refaire cet atelier sur banc qui est toujours très formateur. Et bien sûr qu'on vous donne peut-être rendez-vous pour la session 3, dont on ne va pas déflorer le programme, 3, mais qui comprendra certainement du DK Crush. DK Crush sans guide de protection, c'est ça? Merci.